depuis plus de 5 ans. Entre deux chaises de métal, la force révolutionnaire dans le balado de divertissement sportif. Bienvenue au podcast en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. T'es bien ténébreux aujourd'hui, mon grand garçon. J'aurais dû mettre ma serviette. Ouais, c'est vrai. Sur Surtout sur YouTube, on aurait eu plus de plaisir à écouter le podcast si t'avais ta serviette d'en face. Ouais, ok, parfait. Si tu veux pas changer ta mission, t'es mieux d'arrêter. Ouais. C'est un peu dur à 30 km, mais 30 minutes. Quand tu sais que t'es dans l'arrière, je suis là. Arrête, je viens d'écouter des films d'horreur, j'ai peur. Là. Tant mieux. C'est ton letterbox, ça? C'est ça, c'est mon letterbox. Parfait, c'est bon. M'ajoutera. Oh, je vais voir. Fait qu'aujourd'hui, la biographie de ECW Original Tazmaniac, connu pour son style brute soumission, le Human Suplex Machine, comme on l'appelait. Ouais. Donc, ça va être bien intéressant de parler de Taz, qui a plusieurs layers à son histoire, évidemment, mais quand même une carrière courte dans le ring quand on résume ça comparé à bien des lutteurs. Ouais, pas les blessures, on ralentit son rythme. Les blessures, mais pas juste les blessures, on va en reparler dans la biographie, là, une couple d'affaires aussi. Ouais, dis pas tout, là. Ben là, le monde le savent, là. C'est pas tout le monde qui connaît Taz. Il y en a qui le connaissent juste comme commentateur. C'est vrai. Non? C'est vrai. Sûr que oui. Il y en a qui connaissent pas Jim Carrey, là. Ben, ça fait quand même commencé à être commentateur en 2003, 2004, fait que ça fait quand même 21 ans. Fait que oui, il y a du monde qui connaît peut-être pas pour d'autres choses que ça. Bon, parfait. Sinon, pour les podcasts à venir ou passés, ouais, c'est ça. Notre entrevue avec la très charmante Kelly en personne à GPW Legends Mania. Notre court entretien, mais bel entretien. J'ai bien aimé sa présence. Elle avait l'air plus intéressée à notre entrevue que tout le reste, malgré tout. Ça se peut. En même temps, si t'es. Comment je pourrais dire ça? C'est pas toi des autographes à tous les 20 minutes, à un moment donné, tu peux pas. On est gentlemen aussi, il faut le dire. On est des personnes qui mettent le monde à l'aise. Moi, je pense qu'elle est intimidée par notre beauté, là, mais bon. J'en comprends. J'osais pas le dire, mais à ce temps que tu l'as dit, j'acquiesce. Parfait. Là, est-ce qu'on dit le reste tout, on attend à la fin du podcast? Moi, je le dirais tout de suite. Parfait, ben vas-y, c'est là. Oh, tout qu'un mois de juillet avec Fully Loaded 2000. Bien intéressant, un show niché. On va aussi célébrer les 40 ans de carrière de Marc Blondin en entrevue spéciale sur sa carrière, principalement basée sur la lutte professionnelle. Je sais qu'il a fait un podcast live en direct de Boston Pizza il n'y a pas longtemps, mais on va y jaser parce que, bon, c'est quand même quelqu'un qui nous a bercé les oreilles à la soirée américaine, entre autres, à RDS à l'époque. Donc, et en plus, il y avait David Jouan qui était là. David Jouan, le Casanova des pauvres. Bon, je ne ferai pas tout le truc au complet. Non, c'est correct, pas obligé de faire le reste. On va avoir aussi un Aujourd'hui dans l'histoire avec Spring Break 1999, Monday Night Raw. Puis ça, je suis excité parce que on a un souvenir. Ben, moi, j'ai un souvenir, puis pas mal tout le monde va avoir ce souvenir-là, je pense, à l'époque. C'est Rey Mysterio puis Ric Flair dans la piscine. Donc, c'est ça. Une piscine autour du. Juste Ric Flair dans la piscine, alentour de. Ouais, c'est ça.
Fait que j'ai bien hâte de faire ce show-là puis de l'écouter. Puis on a-tu d'autres choses pour ça? Ben, à travers la table, c'est ça sporadiquement. Fait qu'on sait pas c'est de quoi que ça en vient. Fait que reste à l'affût, c'est de quoi qui va popper pour ça. On est très sporadique. J'aime ça, moi. Puis, hey, faut le dire, le mois de juillet, c'est le mois du G1 aussi. C'est vrai, absolument. Je vais faire un graphique pour ça. Ah oui, le mot du G1. Oui, j'ai posté les participants là, sur nos réseaux sociaux. Gabe Kidd qui est de retour dans le G1 cette année. Moi, c'est mon boy. Hein? Gabe Kidd, all the way. Moi, j'aime pas, par exemple, le fait qu'il est avec les Death Riders. Non, t'aimes pas ça? Ben, parce qu'à la télévision, en ce moment, les Death Riders sont super babyface. Sont-tu babyface tant que ça? Ben là, Callis, ils font tout le temps des heals, puis il y a le Will Ospreay gagné. C'est pas être plus face que ça. Non, je sais ça, mais Gabe Kidd, il est pas, en tout cas. Montréal, ça va être ça. Moxley contre Ospreay, je pense. C'est possible. Parfait. Mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, puis on n'est pas là pour parler des tourtières de Monique non plus. Là, j'ai préparé au moins 4 paragraphes sur ça. Là. Non. C'est va falloir que tu t'attendes après la biographie de Taz ECW Original. Avant qu'on aille avec la biographie, là, je sais qu'il y a bien du monde qui écoute le podcast qui vont être fâchés si je ne le fais pas. Là. Mais mon invitation de Taz. Pounagna, pounagna, pouf. Voilà. Fait que là, il y a une personne qui est contente, c'est ça? Ben, plus qu'une. Pour vrai? Plus qu'une, moins que 5. Ouais, ok, ouais. Tu brûles. C'est qui le deuxième? Ben, il y en a plus que. J'ai pas dit qu'il y en avait 2, j'ai dit qu'il y en a plus qu'un. OK. Parfait. Taz! Donc là, il va falloir que tu le marques dans ton groupe, que tu le fais direct en partant. C'est ça que c'est important. Je vais couper ce bout-là, je vais le mettre après. Parfait. Né à Brooklyn, dans un coin tumultueux, il n'est pas né dans les ruelles de Brooklyn comme Batman, mais... Il neige à Brooklyn? Il neige à Brooklyn, dors Caroline. T'as les yeux pleins d'eau. Non, pas ça, attends, hein? Je sais pas, je connais pas à part les... C'était quoi je chantais avant? Il neige à... Dors Caroline, il neige à Brooklyn. Non, je m'en souviens plus, c'était quoi? Merde, j'avais une bonne tonne avec ça dans le temps. Ouais. Bref, ça sera pour une autre fois. Oui. Un autre podcast, peut-être. Fait que malgré lui, dans son quartier, il y avait beaucoup de crimes et de batailles. On sait que dans le coin de New York, dans plusieurs secteurs de New York, dont Brooklyn, souvent ça joue du coude, puis ça joue du couteau, puis de l'arme à feu. Fait que même jeune, pour faire de l'autodéfense, pour s'aider dans la situation qu'il est malgré lui, va rapidement faire du judo quand il est jeune et va avoir un certain succès en judo. Il va prendre ça très au sérieux, puis il va même être couronné une des ceintures noires en judo. Là. Je sais qu'il y a plusieurs dan, puis plusieurs catégories en judo c'est ça pour les ceintures, mais ouais. Jean-François? Jean-François qui? Joannis? Oui, il t'a l'air dit. Ouais, on lui demandera. Écoute, on lui demandera, puis on l'écrira. Quand le podcast de Taz va sortir, je vais le taguer, puis je vais lui demander combien de dames. C'est ça des dames, hein? C'est ça? Pas des dames, mais des dames. Ah, ok. Je pensais que c'était des dames. Mais non, c'est pas comme Michel Louvain, là, la dame en bleu. Là, les autres, c'est la dame en noir. Ou bien des bars, là, quand il dit bienvenue aux dames. Là. Ouais. Puis les échecs ou les dames aussi. Là. Ah ouais. Ça part mal. Hey, pas sûr que Taz aimerait ça qu'on soit soft de même pour son podcast. Peut-être qu'on aurait dû prendre le juillet off, peut-être. L'année prochaine, on y pensera prendre un mois off complet. Par contre, comme tout bon Américain qui aime se battre, c'est un fan de lutte plus jeune, puis il suivait ça assidûment à la télévision. Puis il a toujours voulu faire ce sport-là sans jamais nécessairement faire les démarches pour avant de faire du judo. Puis Taz n'avait pas beaucoup de scolarité, puis c'était pas le gars qui aimait le plus étudier par à l'école. Évidemment, dans le coin qui était aussi, c'était tough. Là. Il y a eu une enfance assez tough. Puis lui, dans le fond, il va quitter l'école très jeune. Il va se faire entraîner par Johnny Rudd. Puis il va commencer sa carrière en 1987 du côté de Porto Rico. Donc, je sais qu'on en a déjà parlé, mais il y a PCO qui vient d'ici, Pierre-Carl Ouellette.
qui a eu un certain succès du côté de Porto Rico aussi dans sa jeune carrière de lutteur. C'est toujours intéressant de voir que c'est un territoire assez développé, là, Porto Rico, pour les lutteurs. Ouais, avec les colonnes. Ouais, hein? Ça t'avait été le petit quiz des colonnes là, dans le temps? Ah là là. T'en souviens-tu quand tu avais. C'est qui le père de Carlito? Carlos Colon. Ouais. Le Dans quelle quiz, colonne je mets ça? B. Pour bravo. Ah, t'as essayé de faire une joke plate, c'est ça? Non, c'est la joke des boys, ça. Ah ouais? Ouais, des boys 4, là, peut-être moins vu. Ah ouais, il est plus niché, celui-là. Hein? Non, il est bon, c'est Créal Bellan dedans, il était écœurant. Stuffer. J'avoue que quand il va Stuffer. Puis, tantôt, je t'ai dit Taz, il est né, mais t'as pas dit son vrai nom à Taz. C'est quoi son vrai nom? J'ai pas son vrai nom à Taz. Pourquoi? C'est Taz, son vrai nom? Bah ouais, il s'appelle Taz, juste Taz seul, ouais. Ben, quand il est né, là, il a fait une tornade. Non, dis son vrai nom. Parce que je sais que son nom est compliqué à dire, fait que je voulais t'entendre le dire, là. Peter Senorchia. C'est Nokia. C'est Norkia qu'on dit Chia. Ouais. Moi, là, j'aime mieux le Chia, mais lui, c'est Norkia. Ce que tu fais des toilettes, ça ne nous regarde pas. Et du côté de Porto Rico, il va lutter sous le nom de Kid Crush. Donc, pas Kid Cash, mais Kid Crush. Ouais, c'est peut-être le frère de Kit Wilson. Peut-être. Là, ça sera pas le même tout le long. Hein? Je sais pas. Ça dépend de ce qui va sortir de ta bouche. Je sais pas, voilà. Là. Et il va quitter rapidement le nom. Il va laisser tomber le nom rapidement pour avoir la gimmick et la gimmick de Kid Crush pour s'appeler le Tazmaniac d'un très jeune âge. Une gimmick un peu sauvage là, qui mutile ses adversaires avec des souplexes. De là le nom de Human Suplex Machine. Il va avoir une importante streak sur les indépendants et sur le territoire très tôt dans sa carrière, qui est un look quand même, ceux qui écoutent sur YouTube, c'est un look intéressant. Ouais, c'est pas mauvais. Ses cheveux, on dirait par contre, c'est une perruque de clown, là, mais c'est ses vrais cheveux. Là, mais... À quelle année qu'il a fait ça? En 90? Non, 88, à peu près 89 peut-être. Là. Parce que gimmick-là, ça sonne pas ça look pas mal des années 80 aussi. Là. Oh ouais. Fin des années 80. Là, puis tu vois un peu que c'est comme un début de personnage de qu'est-ce qu'il y avait après avec le singlet un peu. C'est juste qu'il était plus coloré, plus de frou-frou. Là. Mais on voit que le main persona était là dès le départ. Là, puis c'était assez clair dans sa tête ce qu'il voulait faire. Oui, absolument. Puis c'était un cool look. Je trouve ça cool. Là. Ouais. Il va faire aussi une tournée dans ces années-là avec New Japan. Au début de sa carrière, ce qui va lui donner pas mal de visibilité. Puis c'est à ce moment-là que les grosses ligues vont commencer à le zioter un peu. WCW et WWF vont lui donner des try-outs à cette époque-là quand il va être à la tournée avec New Japan. Par contre, il n'aura jamais bien assez fait pour se faire un nom et se faire signer dans ces années-là rapidement. Malheureusement. Tu te souviens-tu tu dois te souvenir des matchs qu'il y a eu en tant que try-out? C'était le genre de truc que tu as en mémoire? Là? Ben, le CW, j'ai aucune idée, mais le WWF, je pense que c'est comme Scott Taylor, je pense, enfin même. Scott Taylor qui est Scotty Tuati? Ouais, il me semble que c'est ça. Moi, je vais mélanger avec Sabu peut-être aussi, là, mais il me semble que c'est ça. Ouais, parce qu'il a été rapidement avec Sabu. Il y a eu des matchs avec Sabu jeune dans sa carrière aussi. Là. Ouais. Puis d'ailleurs, parlant de Scott Taylor, je ne sais pas si tu as vu, il a fait un match contre son gars dernièrement, puis ils ont recréé le même match qu'ils avaient fait dans leur lit. Là, j'ai vu ça. même séquence. Cool. Là. Ouais. Quand même nice là, quand tu as la chance de faire ça avec ton propre gars là, ou quelqu'un de ta famille. T'allais dire quoi? Je t'ai rien de checker l'affaire. Ouais, c'est ça. C'est le 5 mai 93. Ouais, ben ça, c'est. En fait, en 93, là, je m'en viens là, mais il va se faire engager par la Eastern Championship Wrestling. Là. Ça, c'est avant que ça soit acquis par Paul Heyman, là, évidemment. La ECW qu'on connaît. Avant que Shane Douglas pisse la belt à terre, là, puis tout. Ouais, exact. Fait que donc, après ça va fait ignorer par les grosses ligues, en 93, il va se faire engager par la Eastern Championship Wrestling. Puis c'est là qu'on voit que la carrière de Taz n'a pas été si longue que ça, parce que ceux qui ont suivi un peu la original ECW
on approche déjà de ses débuts à la ECW, là, donc c'est quand même assez récent. Il va faire équipe avec Kevin Sullivan puis Chris Chaney, que je connais pas beaucoup. Je ne sais pas si toi, tu le connaissais un peu plus, mais Sullivan, qui était l'ex-copain de Nancy Benoit, la défunte femme de Chris Benoit, aussi dans les trucs qui sont arrivés, qui est allé avec Chris Benoit par après. Mais c'était la femme de Kevin Sullivan. Ouais, c'est ça. C'est même Kevin Sullivan qui l'avait poussé vers Chris Benoit, ça se peut-tu? C'est un enfant de même dans l'histoire? Ouais, c'est parce qu'il y avait une story avec l'affaire de Horseman, puis il voulait qu'il passe du temps avec lui pour que le monde croit vraiment que l'histoire est vraie. Puis ce que ça a fait, finalement, c'est que ça a fait vraiment qu'elle ait Chris Benoit pour de vrai. Puis c'est ça. Ouais. C'est fou, hein, dans le fond, dans la vie, comment que. Ben, des fois, quand tu fais quelque chose, puis le monde passe du temps ensemble, tu sais pas ce qui peut arriver, là. Ben, c'est ça. Quand tu voyages sur la route. Ouais, exact. Ouais. Puis, tu sais, c'est juste la human nature. Tu passes du temps, tu développes des affinités, tu découvres des trucs que tu aimes Puis, tu sais, on va aller objectivement. Là, chez Chris Benoit, c'est Chris Benoit, puis c'est un trou de cul. Là, mais, oui, tu sais, quand tu regardes les deux à côté de l'autre, je pense que le choix est facile. Là. Si je serais une fille, mettons. Là. T'aimes mieux Chris Benoit que Kevin Sullivan? Ben là, il me semble que oui. Là. Malgré qu'il n'était pas très, très beau non plus. Non, mais Kevin Sullivan non plus. C'était comme un 6, puis l'autre, c'était comme un 4,5. Comme l'émission, ça, qui jouait avant Raw des fois. Là. Exactement. Avant Raw? Pas à TSN, toujours? Non, à Radio-Canada. Ça aurait été malade, ça le lead-in. Mais moi, j'écoutais ça dans un jeune âge, 4,5, puis j'écoutais ça après avec le Dr Constantin, puis c'est ça. OK, parfait. Le Dr Constantin qui fait aussi la voix dans Toy Story. Ouais, Alain Zouvi, Chris. Alain Zouvi, hein, c'est ça. C'est avec ceux qui écoutent le podcast vont capoter. On parle d'Alain Zouvi puis de Taz dans le début de podcast. Exactement, ouais. Tu vois comment je suis plugué? C'est Must-See Television. Ah, ça, c'est un must-see. Ça n'a aucun sens comment que ça va être bon, ce podcast-là. C'est quoi ta série préférée de 4,5? Ma storyline préférée? De 4,5. Moi, j'étais un gros fan d'Isabelle Brassard dans le temps. Je la trouvais vraiment belle. Oui, absolument. Qui était dans une galaxie aussi. Ouais, il était un peu fatigant, Robert Brouillette. Moi, j'aimais mieux Burslack, celui qui disait Burslack. Oh boy, là, tu me perds. C'est, il est metteur en scène à cette heure. Ah, merde. Comment il s'appelle? Fuck, j'ai un blanc, mais... Burslack 4,5, tu dis? Mais non, mais marque juste 4,5, puis tu vas voir les personnes. C'est un gars connu. Ah, Serge Postigo. Ah, OK, ben oui. Okay. Serge Postigo, ouais. Sarge. Bref. Tantôt, tu parlais de Sabu, mais c'est là, en 93, son premier match à la Eastern Championship Wrestling. Taz a perdu contre Sabu dans son premier affrontement. Là, rien à voir avec la rivalité qu'ils vont avoir un petit peu plus tard, là, mais c'était le premier opus, le premier match officiel entre Taz et Sabu. Après ça, bien évidemment, Paul Heyman va prendre le contrôle et créer la Extreme Championship Wrestling, fédération qui deviendra Extreme Hardcore, qu'on connaît bien, qui a fait des ravages, qui a révolutionné le monde de la lutte professionnelle, puis qu'on en parle encore aujourd'hui. Avec raison d'ailleurs. C'était tout le beau temps. Exact. Avec le ECW Arena qui est tellement mythique et tellement spécial. Donc, c'est vraiment intéressant. Taz qui va devenir un membre important et culte de la promotion. Taz va occuper aussi des rôles en l'arrière-scène, comme plusieurs lutteurs de la ECW à l'époque. Juste à penser à Tommy Dreamer, Bully Ray, qui ont été des membres importants au niveau de la création. Taz, lui, ben, son rôle principalement, ben, tu voulais-tu le dire? Il créait de la merch, right? Il créait de la merch, puis il créait aussi les logos. C'est lui qui a créé le logo ECW, le logo original de la ECW, c'est une œuvre artistique de Taz. Cool. Quand même pas rien. Chacun avait son petit mandat pour essayer de rentabiliser la promotion. On sait que ça n'a pas tellement fonctionné, mais ils ont eu leur moment de gloire malgré que la paye n'était pas aussi performante. Et là-dessus, on dirait, là, sur la photo que tu as mise sur YouTube avec Sabu, là, on dirait Georges Lajunge, Taz. Ben, c'est un peu ça, sa gimmick, si on veut. Là. Ouais, dans le fond. Hein, c'est un gars de la jungle. C'est vrai. Vu de même, là, c'est. Imagine, il aurait rentré George Jungle. Ça aurait pu être Taz in the jungle. Hein? Ouais, mets son ensemble.
OK, fais donc mieux. Ben non, je ferais rien de mieux. OK. On sait ça que tu fais rien de mieux. Chose qui... Appelle la police. Non, je ne mettrais pas. Chose qui va l'aider dans sa carrière un petit peu plus tard parce que il va avoir son mot à dire un peu sur le créatif puis sur sa carrière de commentateur qui va l'aider un peu à comprendre l'aspect de la business, à comprendre plusieurs aspects de la business. Puis en tant que commentateur, il faut que quand tu es dans ton rôle, tu rentres dans d'autres aspects que la lutte. Puis ça va grandement aider Taz pour la suite. Avec son style similaire à la MMA, aimait beaucoup les prises de soumission, dont son Taz Mission pour faire abandonner les gens. Le côte à jamais. Exact. Il va devenir le premier lutteur à utiliser le tap-out pour remporter un match par soumission. Ça va être le premier gars que, officiellement, ça va être un tap-out. Ils vont appeler ça un tap-out comme au sport de combat extrême. Ouais. Donc, quand même pas rien. Là, quand tu penses à ça aujourd'hui, c'est sale poteau. C'est connu. Mais le fait qu'il ait été le premier dans l'histoire de la lutte à adopter ce terme-là pour la lutte, c'est quand même cool. Par contre, en 1995, la carrière de Taz va prendre une tournure sombre quand il va se briser le cou sur un double pile driver de Dean Malenko et Too Cold Scorpio. Encore lui. Il aime ça blesser le monde, lui, Too Cold Scorpio. Il a blessé Taz et Leon Saber. Ouais, j'avais compris que c'est ça, tu l'as dit. Puis j'ai vu de quoi récemment aussi sur lui que ça n'avait pas bien été, bref. Puis Taz qui est reconnu pour être un tough guy, évidemment, de Brooklyn, puis qu'il a le sang-froid assez intense. Ben, il va lui-même se rendre à l'hôpital le même soir, il va se relever lui-même, puis il va dire au moment non, je n'ai pas besoin d'aide, il se rend à l'hôpital pour aller se faire soigner, puis éventuellement avoir une chirurgie. Mais quand même fou quand tu te brises le cou et tu te relèves toi-même, tu t'en vas à l'hôpital. Là, ça prouve comment que tu es un tough guy. Puis tu es un peu aussi sans dessin parce que c'est pas nécessairement la bonne chose à faire si vous vous cassez le cou ou vous avez une blessure. En même temps, c'est arrivé pendant un combat, l'adrénaline aussi est encore présente. Là, fait que ça, c'est vrai. Tu sens moins le mal dans ce temps-là. Là. Puis c'est une autre époque aussi. Puis dans la ECW n'avait pas les médecins que la WWE a aujourd'hui, puis ou ont toujours eu aussi. Elle n'avait pas les moyens nécessairement, mais il y avait des paramédics pareils parce que je pense que pour runner un show, peu importe, tu n'as pas le choix d'avoir un paramédic, c'est obligatoire. Oh ouais, c'est le State Commission qui veut ça. Là, fait que... Exactement. Durant l'hiver de la même année, il va revenir en tant que méchant, puis il va attaquer l'ancien propriétaire à l'époque, Tom Gordon. Ce qui mènera éventuellement avec la rivalité entre lui et Sabu. Puis c'est nice parce que la rivalité entre Sabu et Taz, ils ont vraiment fait attention. C'était un slow burn. Là. Ils ont pris quasiment un an pour construire ça. Là. Un peu le même style que Sting contre Hogan la première fois. Là. Ouais, mais les résultats étaient beaucoup plus satisfaisants en tant que combat que Sting contre Hogan. Là. Ouais, mais à plus petite échelle. Fait que des fois, c'est ça. Non, c'est sûr que la maison, elle ne s'est pas remplie autant, mais. Ouais. Mettons, le match en tant que tel était meilleur. Il a rempli la maison. Là. Comment? Il y avait moins de place à remplir la maison aussi là-bas. Ouais, un château puis un 4,5, pas pareil. Bingo hall. L'âge 4,5, on a parlé tantôt, on revient-en. Mais c'est ça. Puis c'est drôle, tu parles de Todd Gordon, le président à l'époque. Ben, c'est ça, c'est sur YouTube, justement, en dessous de moi, sur YouTube, on le voit, là, c'est cette image-là, là, où il fait le Taz Mission à Todd Gordon. C'est cette image-là en dessous de moi. Là. Tu vois? Ouais. Ah ouais, 100%. Ouais. Puis c'est ça, comme je te dis, c'est un slow process pour arriver à cette rivalité-là. Puis il va caler Sabu directement dans le fond quand il va le caler. Mais par contre, avant cette rivalité-là, Taz va avoir sa propre faction, là, puis il va lutter contre l'âme de la ECW, Tommy Dreamer. Puis après ça, ben, parce que Taz, dans le fond, s'en est pris aussi à Tom Gordon, s'en est pris à la promotion. Il a call out Paul Heyman. Puis quand il a call out Paul Heyman, c'est là que Sabu est apparu de la foule. Là, puis tout le build-up pour se rendre à ça, c'était vraiment Taz, puis sa stable, là, que je vais venir tantôt. On va en reparler un petit peu plus tard. Là. Mm-hmm. Mais quoi que je peux en parler tout de suite, là, Bill Alfonso qui était là aussi.
Éventuellement, il y avait aussi... c'était-tu RVD ou RVD c'était après, je pense, si je ne me trompe pas. Ouais, RVD est arrivé un petit peu plus tard. Là, sur la photo que tu as dans la mise faction. dans les fichiers, il est comme Taz avec Sabu, mais c'est pas ça, la faction du Non, ça, c'est plus tard, ça, Ok. avec Bill Alfonso, c'est un petit peu plus tard. Mais ouais, je l'ai mis là parce qu'elle était représentative. Là. Ok. Mais c'est ça, c'est un peu Taz, il est comme un peu contre l'autorité, là, si on veut. Là, après avoir attaqué Gordon, il voulait attaquer Heyman. Puis quand il voulait s'en prendre directement à la promotion, à l'essence même de la promotion, c'est là que Sabu s'est finalement montré. Parce qu'avant ça, Sabu, quand que Taz le call-out, il apparaissait jamais. Il ne voulait rien savoir. Après ça, il bat Dreamer. Là, tu te rapproches de plus en plus de l'âme de la ECW. Là, tu t'attaques à Paul Heyman. Puis c'est là que Sabu sort de la foule. Puis j'ai regardé ces vidéos-là sur YouTube puis partout, là, où est-ce qu'on peut les trouver. Quand Sabu arrive dans le ring, juste le face-off entre Taz et Sabu, Ouais. on sait, là, la foule de la ECW, là, quand ils se mettent à délirer, c'est juste malade. Là, puis les lumières sont fermées? Les lumières se ferment, moi, exact. Ouais. Puis les lumières s'ouvrent après, puis après ça, il apparaît dans le ring. Là. Ouais, puis la foule avec t'entends des sifflets de faire la même, là, c'est malade. Ouais. Pour vrai, si vous avez la chance juste d'aller voir ce moment-là du face-up entre Taz et Sabu, là, c'est deux gars qui se sont suivis tout au long de la carrière, même jusqu'à la fin de la vie de Sabu. Là, Taz était là, puis ils se parlaient très, très, très souvent. Là, donc, ça a été un des premiers qui a été interviewé quand Sabu est décédé aussi, partout dans les podcasts, stations de radio, peu importe. C'est quand même triste, mais c'est cool de voir que dès le premier match, c'était contre Sabu, puis jusqu'au dernier souffle de Sabu, ben, il était encore très proche, puis il se parlait. Fait que ça, c'est toujours bien le fun. Puis les fans, par contre, ils vont entendre encore un peu. Là, il n'y aura pas de match dès que Sabu arrive, puis il n'y aura pas vraiment de contact physique entre les deux. Le premier combat entre les deux va avoir lieu à Burial Eagle dans un match assez violent, où Taz aura le dessus avec une victoire par soumission, tap-out, sur Sabu. Puis c'est là qu'après le combat, son manager, Bill Alfonso, à l'époque de Taz, va se revirer contre Taz. Puis il va joindre à Sabu et Rob Van Dam éventuellement. OK, c'était pas le contraire qui est arrivé? Non, c'est ça qui est arrivé. Ils se sont virés contre Taz. Taz a fait un face turn à ce moment-là, puis c'est Sabu qui est devenu le heel. C'est bizarre quand même, là, par exemple. Là. Parce que plus tard, il me semble que Bill Alfonso est retourné avec Taz à un moment donné. Ça se peut-tu? Ouais, okay, plus tard. Mais même les quatre, la photo que tu vois que les quatre aussi, c'est après. Là. C'est plus tard dans le déroulé. Mais puis Bill Alfonso, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le gars avec le sifflet, là, un peu. Là, fait que, un peu, beaucoup même. Là. Il disait tout le temps Daddy. Puis... Midiane, c'est sûrement de là qu'elle a fait son truc au Québec avec le sifflet, j'imagine. Peut-être, là, mais c'est juste fatigant no matter what. Là. Mais non, mais Bill Alfonso, c'était celui qui était encore right down the middle daddy. Puis il faisait tout le temps ça comme ça avec le right down the middle. Puis il était arbitre à WWF avant aussi. Là. Ben, plus de WWF, beaucoup de place aussi, mais surtout de Ah ouais? Dans les quelles années qu'il était là, Alfonso? Les années 80, je pense? 93, il était là, WWF dans ce temps-là. Pour vrai? Même année que. Oui, il était tout le temps à Twitch. Je faisais au moins 2 matchs par show. Là. Mais c'est vrai qu'il y avait une belle association entre Paul Heyman et la WWF à l'époque, là, parce que... Ouais, mais même avant ça, même vraiment avant ça, ça n'avait pas rapport les deux. Là. Puis il pouvait quand même jumper... Non, mais il était à ECW pareil par après. Il n'avait pas été à WWF pendant 5 ans. Il était peut-être un an et demi. Peut-être un an et demi max, puis après ça, il est allé à ECW. Là. Évidemment, Taz qui se retrouve tout seul dans son coin et surtout avec RVD et Sabu comme ennemi. Il va falloir qu'il se trouve un partenaire pour combattre cette paire-là redoutable. Puis ça va être la personne de Chris Candido qui va devenir son partenaire, où il va avoir une série de combats par équipe entre Candido puis Taz et Sabu Rob Van Dam. Donc un beau petit quatuor pour avoir une série de combats. Ils vont s'échanger les victoires d'un côté comme de l'autre pendant cette rivalité-là. Par contre, Taz, toujours pas devenu champion de la ECW à cette époque-là. Par la suite, il va avoir dans sa mire la ceinture de télévision de la ECW. Et Shane Douglas de Franchise, qui était champion de la télévision à cette époque-là.
T'en as parlé tantôt un peu là, quand il y a eu le switch de la Eastern Championship Wrestling à la Extreme Championship Wrestling. C'est quand Chris Candido, pas Chris Candido, mais Shane Douglas avait lancé la ceinture là, comme, pour s'en débarrasser pour faire le switch. Là. Ouais, il avait dit tous les noms, là, les Ricky Steamboat, les Ric Flairs. Vous pouvez kiss my ass, puis pitcher la belt à terre, puis c'est ça. Une des très bonnes promos heel de l'histoire. Ouais, c'était 40 ce promo-là. Mais Chris Candido, c'est tout un heel. Non, Shane Douglas. Shane Douglas, mais non, si je me trompe dans. Ben, les deux sont cool, là, mais Shane Douglas, c'est tout un heel. Chris Candido, il est cool parce qu'il est sorti avec Sony. Pas mal ça. Il est chanteur d'Abarnac, surtout. Ben, il était chanceux. Surtout dans Belle Époque. Ouais, mais je dis qu'il était chanceux, mais oui puis non. Là. Elle a couché quand même avec d'autres gars dans son dos pendant un bon bout. Là. Ouais, couché avec Sean puis Brett, c'est correct. Là. Ah, j'ai jamais couché avec Brett. C'est avec Bulldog qui a couché. I'm fucked. I'm fucked. I fucked. I'm fucked. Fait que c'est ça. Shane Douglas qui va battre facilement et remporter le titre. Dans le fond, il va battre Shane Douglas assez facilement par soumission. Puis il va remporter le titre de la télévision qu'il va conserver pendant plus d'1 an en battant des gars solides là, comme Jerry Lynn et Al Snow qui étaient là à l'époque, entre autres. Donc, Chris Jericho aussi. Chris Jericho était là aussi avec son petit suit jaune. Ouais. Line Tamer. Exact. Bonhomme qui ont sorti après ça la AEW que j'ai acheté. Je suis bien content d'avoir. Tu l'as acheté? Tu l'as acheté toi aussi, hein? Plus tard, mais tu l'as acheté pareil. Je l'ai-tu? Ouais, va chercher, là. Vas-y, vende-toi, là. Ben, je me vante pas. Ça fait bon comme en information. Parfait. Pendant qu'il s'en va chercher son bonhomme, ben c'est ça. Fait qu'un règne de 1 an pour un peu solidifier le fait que Taz est un lutteur quasiment imbattable, puis que vraiment, et voilà. Ça, c'est le bonhomme que j'avais à l'époque aussi, je m'en souviens, ouais. Ouais, c'est WCW que Jericho, ça. Ouais, il est vraiment, vraiment, vraiment nice, pour vrai, là. Tout qu'un bonhomme. Le plus gros challenger de Taz pour la ceinture de la télévision sera un adversaire de taille que j'adore, et nul autre que Bam Bam Bigelow, qui va affronter, Taz va affronter Bigelow dans le patelin de Bigelow au New Jersey, pas très loin de New York, dans un combat Asbury Park. Exact, qui est surtout famous pour le ring qui brise. Là. On se rappellera que Taz embarque sur les épaules de Bigelow, puis Bigelow se laisse tomber par en arrière avec Taz ses épaules. Avant le ring, il y avait l'entrée qui a pété aussi. Qu'est-ce que tu veux dire, l'entrée? Ben, dans l'entrée dans la rampe de l'entrée, ils ont pété. Ah oui, la rampe de métal, ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'était plus un stage en bois, mettons. Mais... Ben là, c'est en bois. C'est kayfabe du bois. C'est kayfabe du bois? Ben oui, c'est pas comme j'aurais dit, c'est du carton. Là t'aurais pu dire chut, mais là, du bois, c'est correct. Là. Puis à l'époque, c'était la première fois, ou du moins, c'était la fois la plus marquante que c'était peut-être déjà arrivé dans les territoires dans le temps, là, que le ring défonce, là, mais ça a été une des premières fois que ça a été fait à la télévision avec le ring qui, tu sais, le fameux gros trou dans le ring qui renfonce dans le côté du ring. Là. Spot qu'on a vu après ça 1000 fois à WWF avec Big Show, entre autres. Puis c'était qui d'autre qui l'a fait? Brock l'a sûrement fait. Taker aussi. Il y en a eu d'autres. Big Show avec le showtime sur Taker qui a le trou dans le milieu du ring, mais sinon il y a rien qui a pété aussi là, avec Big Show puis Brock puis Big Show Mark Henry aussi. C'est vrai. Fait que tous les gros gars dans le fond. Là. Ils l'ont pas fait avec Braun Strowman puis Bronson Reed une couple d'années? Oui, t'as raison. Ouais. T'as raison. En fait, c'est ça. Ça fait du sens. Là. Quand ça fait du sens, ça c'est un spot que j'aimerais ça voir au Québec, ça. Ouais, ça pourrait être cool, mais ça doit être. C'est en même temps, au Québec, les rings, c'est pas tout le monde qui peut se payer 15 rings non plus. Là. Ouais, c'est ça, ouais. C'est plus. C'est le ring pour un spot, puis après, tu en as besoin d'un autre, c'est pas plus avancé, mais bon. Ben, c'est pas le ring nécessairement au complet qu'il faut que tu changes, là. C'est plus. Ben, quand même un gros trou, c'est quand même beaucoup à changer. Ouais, là, ça. Ouais, laisse faire, dans le fond, ça n'arrivera pas. Malheureusement. Fait que c'est ça. Ça, c'est un autre combat quand même assez cool. Là. Bigelow à ECW. Ben, Bigelow tout court était cool, là, mais Bigelow à ECW était quand même next level. Puis il y a un petit peu plus de freedom, puis vous pouvez se laisser aller. Puis j'adore Bam Bam Bigelow, je le répéterai jamais assez souvent. Là, un des
meilleur big guy de l'histoire. Avec CW et le Japon, c'est les deux grosses places qui est le plus shiny. Là. Ouais, exact. C'est plate parce que moi, je l'ai connu à WWF, puis c'est là que je l'ai aimé. Puis après ça, bien évidemment, j'ai vu d'autres matchs, là, mais c'est quand même fou que c'est dans ces années peut-être les moins glorieuses. Quoi qu'il a quand même fait un WrestleMania Main Event. Oui, c'est sûr. Bon, bonne place au bon moment. Ouais. Taz va subir une blessure aux mains de Douglas après la perte du titre. Puis, dans le fond, il a voulu une chance au titre qu'il n'a jamais obtenu. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que Douglas a gagné la belt, l'autre s'est blessé, Taz s'est blessé. Puis, il n'y a jamais eu de rematch pour cette belt-là. Puis, ils n'ont jamais voulu donner de rematch pour le titre non plus ECW. Fait que c'est à ce moment-là que Taz a créé sa propre ceinture, puis qu'il a dit ben, moi, je vais me créer ma propre ceinture, puis je vais la défendre chaque soir. Puis il la défendait comme si c'était un titre normal. C'était pas approuvé par la ECW, mais il a créé la FTW Championship. FTW qui voulait dire quoi, TJ? Ben, fuck the world. Fuck the world, exact. Ceinture non sanctionnée. Ceinture qu'on va revoir éventuellement plus tard dans l'histoire avec Hook, avec Brian Cage, The Machine à la AEW. Il y a eu en fond, tout le monde de sa gang, là, à part genre Hobbs. Il y a Starks aussi, il me semble qu'il avait gagné, right? Mm-hmm. Puis Jericho aussi l'avait gagné. Exact. Ouais. Un titre qu'on a vu se faire retirer en direct de New York. On était là quand le titre... il avait affronté qui? C'était Roderick Strong qui avait battu, je pense. Oh, je l'ai dit dans mes notes, peut-être. Parce qu'il était en feud contre le clan de Strong avec... il était avec O'Reilly, mais il était avec Bennett puis Taven, je pense. Yeah boy. Ben, c'est correct. Le Kingdom. Ils sont bons, mais c'est juste qu'ils sont juste bons. Ouais, c'est ça. Exact. Le 10 janvier 1999, à Guilty as Charged, Taz va battre Shane Douglas enfin et remporter finalement le titre mondial, si on veut. Le gros titre de la ECW. Donc, après des années d'attente et avoir bûché, et la rivalité avec Douglas aussi, qui boucle un peu la boucle avec le titre de la télévision, la FTW et maintenant la ECW. Taz est enfin couronné grand champion de la ECW. Donc, félicitations à Taz à cette époque-là. Puis, pendant cette run-là, avec le championnat de la ECW, il va y avoir d'autres combats marquants avec Sabu pour le titre également. Donc, c'est ça. Et les nouveaux arrivés, dans le fond, contre les nouveaux arrivés, il va aussi avoir son ancien partenaire, Chris Candido, qui va se battre pour le titre de la ECW. Donc, Candido et Sabu vont avoir des chances au titre de Taz à cette époque-là. Ouais. T'en as-tu dit d'autres choses, non? Non. T'as-tu dit RVD? C'est pas lui contre qui luttait en dernier, c'est pas ça? Ben, il y a RBD, ouais. Il y a eu des matchs contre RBD, mais là, j'étais rendu juste à Sabu au début. OK. Ouais, Sabu RBD. On pourrait nommer Tajiri aussi, qui a eu des bons combats contre Tajiri, mais ça, c'est un petit peu plus tard. Voilà. Mais ça, pour vrai, dans l'histoire, c'est pas tant mentionné là, dans les podcasts non plus qui en parle de Taz. Là. Ouais. Mais sa rivalité, sa rivalité n'était pas grosse, mais ses combats contre Tajiri étaient solides en temps. Là. Tajiri, c'est un sacré bon lutteur, pareil. Là. Vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. D'ailleurs, il lutte encore, puis... Sa retraite? Il me semble qu'il lutte encore aux dernières nouvelles. Là. Il n'a pas lutté son dernier match genre de la Cruiserweight classique, là, genre une coupe d'années. Ça se peut. Mais il est encore au Japon, puis il fait encore... c'est encore lui le lien entre le Japon et la WWE pour les tryouts, ces affaires-là. Tu mélanges pas avec Taka, genre? Non. Tajiri aussi. Ben, Taka, oui. Taka le fait. J'aurais juré que tu as dit ça sur Taka, une couple de podcast aussi. Ouais, ça se peut. C'est peut-être Taka. Mais Tajiri aussi a eu ce rôle-là. Peut-être qu'il l'a plus aujourd'hui, mais okay. Oui, les deux l'ont eu. Mais je pense que le main guy, c'est Taka. Là. OK. Parce que Taka, d'ailleurs, qui a lutté à Mystery Wrestling il n'y a pas longtemps. Ça, c'est quand même nice. Là. Ouais, c'est nice. Quand tu penses à ça. Fait que c'est ça. Le vrai challenge, avant de passer au vrai challenge pour Taz, c'est que
dans le fond, il y a eu ces rivalités contre Tajiri, il y a eu Candido Sabu. Tu parlais de Rob Van Dam tantôt, Taz et Rob Van Dam, qui ont été deux figures importantes, quoique Rob Van Dam a été beaucoup plus une grosse star à la ECW que Taz à l'époque. Taz, il est dur à gager dans l'histoire de la lutte parce que c'est comme un gars, c'est comme un tough guy, mais il était tellement pas grand. Puis d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi avec ses try-outs à la ECW, pas à la ECW, mais à la WWE et à la WCW à l'époque qui était à New Japan, c'était une des raisons pourquoi que la compagnie ne voulait pas l'avoir parce qu'il était trop petit. C'est un peu la même chose qu'avec les joueurs de hockey de l'époque. Quand tu étais trop petit, ça fonctionnait pas. Ils voulaient des gros gars. Puis à la lutte, c'était encore plus. Il fallait que tu sois musclé. Puis Taz, il était musclé, mais il était un peu un paquet, un peu. Là. On dit trapu. Trapu? Trapu ou crapu? Trapu, avec un T. J'ai toujours pensé que c'était crapu, moi. Ouais, je viens d'apprendre de quoi. Trapu, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis, je sais pas, toi, tu le vois où mettons, dans les original CW, tu le mets où, Taz? Je pense qu'il est top 10 facile, là. Top 10, top 5 ou non? Top 8. Non, mais qui est avant, mettons? Là, il y en a plein qui sont avant. RVD, Sabu, Tommy Dreamer. Ah ouais? Tommy Dreamer avant Taz, ouais. Shane Douglas, Raven, les Dudley Boys. Pas mal ça, je te dirais. En gros, là. Ouais. Peut-être pas Jerry Lynn, mais Jerry Lynn n'est pas loin non plus, là. Jerry Lynn est meilleur que Taz dans le ring. Là. Oui, on parle pas de lutteur meilleur lutteur. Là. On parle de ce qu'il a donné pour... overall, ouais. sa legacy. Ouais, il est top 10 certain. OK, parfait. Fait que c'est ça. Fait que c'est une des... comme je disais tantôt, c'est une des raisons pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Puis dans son apparence à WCW, là, juste un petit complément d'information que je n'avais pas donné tantôt, là, il avait battu Joey Maggs dans un dark match au taping de Saturday Night à Atlanta. Okay. Pour ceux qui s'intéresseraient. Puis pour la WWF, dans le fond, il s'avait battu contre Scott Taylor. Tantôt, tu me disais WCW, là, mais c'était à WWF contre Scott Taylor. Non, j'ai dit que je ne savais pas c'est quel WCW, j'ai dit. Ah, ok, excuse. Fait que tu t'avais Scott Taylor, mais c'était juste à la WWF. Fait que... Ouais, je sais, c'est ce que j'ai dit. T'avais dit WWF? J'ai dit que je savais pas c'est quel WCW, mais je savais que à WWF, ah, ok, excuse. Ouais. Bon, bref. Fait que pour remettre en ordre, c'est ça. Celui que j'ai dit à WCW, puis Scott Taylor à WWF. Fait que c'est ça. Sinon, ce qui est arrivé aussi, c'est ça. Comme on dit tantôt, sa rivalité avec Taz, avec RVD, ses combats pour la ceinture, mais ce qui devenait un gros enjeu pour Taz à cette époque-là, il y avait de la frustration backstage aussi. Ça va être quelque chose on va parler souvent là, au cours de sa carrière, c'est qu'il ne s'entendait pas toujours avec le créatif, puis que des fois, il pétait plus haut que le trou, mettons. On va dire ça comme ça. Il se voyait peut-être un petit peu plus star qu'il l'était. Puis ça dérangeait les gens, autant vers la fin de la ECW que ses apparences à WWF et à TNA aussi, un petit peu plus tard. Là. Fait que ça va être quelque chose qui va un peu nuire au courant de sa carrière. Peut-être aussi le fait qu'il n'est pas resté longtemps avec les compagnies. Il restait quand même longtemps avec la WWE, mais il aurait pu rester toute sa carrière avec la WWE si ça n'avait pas été de ses problèmes backstage. On va en reparler. Et chose qu'on va parler aussi, c'est que le vrai challenge pour la ECW et Taz, c'est que là, les chèques de paie commençaient à rebondir à cette époque-là. Puis, c'est ça, c'est à ces moments-là aussi qu'on sait qu'il y avait une rivalité, pas une rivalité, mais il y avait une connexion entre Heyman et Vince McMahon, la ECW et la WWF, qu'on a vu avec la première Invasion qu'ils ont faite. C'est en quelle année la première Invasion à peu près? C'est 99, c'est ça? 98, 97, ok. Mais 97 à la télévision, mais il y avait un petit camion en 96 aussi, là.
OK. C'est que ça remonte quand même à loin, là. Début des années 2000, malheureusement pour la ECW à ce moment-là, à cause des chèques, à cause de l'argent, Taz va accepter une offre de la WWF, de Vince McMahon. Puis il va y avoir un combat three-way elimination entre Taz, Mike Awesome et Sanada. Elimination match, fait que Taz va être le premier à être éliminé malgré qu'il était champion à cette époque-là. Tu as dit Sanada, mais je pense que tu as le G1 en tête parce que c'est Pat Tanaka. C'est pas c'était Masato Tanaka. J'ai-tu dit ça? J'ai marqué Sanada, c'est Tanaka, ouais. Tu as le G1 dans la tête. Ouais, puis en plus, quand j'ai écrit le texte, j'étais en train de checker les affaires du G1. Fait que... Sanada, c'est le lutteur de New Japan en ce moment. L'ancien champion. Puis en plus, j'ai mon application là, NWGP, NGPW World, là, fait que... Ouais. Ouais, je ne serais pas un expert du Japon, je te le dis tout de suite. Là. Non, c'est correct. C'est cette année, à moins que je devienne un... Ça se peut, là. Ça se peut que le prochain podcast soit en kimono. Ça veut dire que le prochain podcast, que tu vas avoir le G1, tu vas tout ranker les matchs plus hauts vu qu'ils sont au Japon. Imagine si c'est ça. 6 étoiles! Pas devenir un Dave Meltzer québécois. Ouais, tu vas devenir ce que tu as eu le plus, esti. Un vrai traître. Et ce qui est cool quand même dans ce combat-là, c'est qu'après le combat, il va recevoir un beau send-off avec le locker room qui va sortir pour applaudir Taz puis le remercier de ses années puis de ce qu'il a donné à la ECW. Donc, et Mike Awesome qui deviendra le nouveau champion de la ECW aussi à l'époque. Puis, on connaît les combats aussi entre lui et Tanaka là, qu'on a vu. D'ailleurs, c'était pas le premier combat à ECW. Le premier ECW WWE, c'était ça. Hein? C'était Awesome contre... One Night Stand, c'est ça, ouais. Mais Awesome contre Tanaka, ouais. Ça, c'est un des combats les plus spectaculaires que j'ai vu. Là. Ben, c'est le match préféré de Gunter, ça. Pour vrai? Ouais, c'est son match préféré dans sa vie qu'il a vu, c'est ça, ce combat-là. Man, je me souviens, là, il se pitchait partout, puis j'étais comme, what the fuck, qu'est-ce que je regarde là? Ah ouais, c'était malade. Si le gars, il dive le gars en bas du ring, la table est déjà pétée, puis il dive en bas du ring comme un petit défoncé. Là. Ça, je pense que c'est un match que je vais regarder prochainement parce que j'en parle, puis je me souviens des feelings que ça m'avait fait à l'époque. Là, fait que... Tu te souviens-tu de la carte au complet? Puis là, je te demande ça parce que je veux juste aller reploguer ma caméra pendant ce temps-là. Là. Mais la carte de One Night Stand, c'était quoi? Taz c'était sa carte, dans celle-là? Non, Taz était blessé au cou, il luttait pas. Il était juste commentateur, me semble. Ou, il a fait un angle à la fin, me semble. Il avait choqué out Jerry Lawler, mais ça, c'est peut-être l'année d'après, peut-être. Là. Mais non, il n'était pas sa carte. Vite de même, je sais qu'il y avait Eddie contre Benoit. Je sais qu'il y avait Lance Storm contre Chris Jericho. Il y avait un three-way, je pense, avec Super Crazy, Tajiri, puis Lil Guido. Le main event, c'était quoi? C'était-tu les Dudleys contre Mick Foley, puis c'était quoi le main event? Dudley Boys contre Mick Foley, puis Edge, c'est pas ça? Ou Dreamer puis Sandman? Ouais, c'est Dreamer puis Sandman, je pense. Ouais, ça d'après, je pense que c'était Foley puis Edge contre Terry Funk puis Dreamer, je pense. Il y avait eu ça, puis une cool autre match aussi, là, mais rapidement, c'est les matchs que je me souviens. Là. OK, parfait. Fait que c'est ça. Puis Taz, tant qu'à lui, il va y avoir des promos qui vont être diffusés à la WWF pendant quelques semaines qui vont annoncer l'arrivée de Taz avec le numéro 13 orange qui va apparaître, son logo là, un peu, qui va apparaître sur les écrans géants. Puis à l'époque, je pense que tout le monde savait que c'était Taz qui s'en allait là. Oh ouais, c'était pas une surprise. Là. C'était pas vraiment une grosse surprise. Et Taz va faire ses débuts chez lui à New York, au Madison Square Garden, alors qu'il va affronter Kurt Angle, que lui était invaincu à l'époque de ce combat-là à la WWF, il n'avait pas perdu encore. Ouais. Donc, va affronter Taz avec ses débuts. Un début très court, mais très impressionnant. Avec des belles souplexes, puis Kurt Angle l'a mis over comme Kurt Angle est capable de faire, là, même à une époque. Là, ça faisait quoi, un an et demi qu'il avait commencé Angle, un an peut-être? Même pas. Il a commencé même pas, 99? Oui, il avait une visite commencée genre 2 mois avant. Là.
C'est ça. Fait que ouais, j'ai tué un an, même pas, c'est ça, même pas 2 mois. Mais il n'y avait, Fait pas, que, il y avait pas eu de la heat justement à cause d'une suplex de même qui avait fait quasiment tomber une goal sur le coup, whatever. Je pense qu'il y avait eu de la heat, je pense. ben, la heat, en fait, la heat qu'il y a eu, c'est que ce que Taz a fait dès le départ, puis je suis un petit peu plus loin, là, mais je pense, mais dès le départ, c'est que lui, il est allé voir le locker room, puis il a dit c'est moi qui fais des suplex ici, vous pouvez pas en faire. Genre, je suis le Human Suplex Machine, puis, tu sais, je veux dire, de un, tu peux pas faire ça, de deux, encore moins quand tu viens d'arriver dans un roster pis dans les grosses ligues. Là. Tu peux pas dire ça, là, c'est mal vu, puis il y avait eu de la hate pour ça, mais pour la suplex sur Cole Gauche, j'ai pas d'infos sur ça. Il me semble que non, mais pour le reste, oui. Il me semble que c'est Taz qui avait dit ça quelque part maintenant. Il y avait eu de la hate Ouais. pour ça. Ouais, je sais pas trop. Il est pas fin. En tout cas, s'il a fait ça, c'est. Fait que c'est ça. Parfait. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé aussi par la suite, dans le fond, il a fait une bouchée de Cole Gaulle. Il a gagné son match pour débuter à la WWF. Et après ça, il y a eu une situation quand même particulière avec la ECW et la WCW. Ce qui est arrivé, c'est que Mike Awesome était le champion de la ECW, mais était rendu à la WCW. Donc là, il est à WCW, champion de la ECW, mais il ne voulait pas dropper à belt, ou je pense que la compagnie ne voulait pas le faire dropper à belt, un des deux. Là. Ben non, mais c'est parce qu'il y avait la belle ECW, puis il était à la division WCW, puis c'était pas. Je pense c'était pas dans son deal qu'il amenait la belt, je sais pas trop. Fait que, pour la première fois de l'histoire, après ça, Heyman a demandé à Vince d'y prêter Taz pour que Taz revienne à ECW pour faire dropper la belt à Awesome sur Taz. Fait que la belt ECW a été défendue en show ECW par un lutteur de WWF contre un lutteur de CW signé pour le match. Contractuel, ouais. Ouais, puis Taz a gagné le match, puis je pense qu'il a pas perdu après contre Dreamer avec l'aide de Raven, ou je sais pas trop, là. Ouais, exact. Donc, c'était la première fois qu'un combat, justement, comme tu as dit, là, contractuel WCW, WWF, avec la ceinture ECW en plus à ECW. Fait que les trois compagnies étaient comme entremêlées. C'est quand même historique, là, comme. Dans ce temps-là, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun. Peut-être pas 3 affaires, là, mais je veux dire, c'est pas commun de voir beaucoup EW défendre des belts du Japon, puis vice-versa, puis l'autre situation aussi. Là, fait que, mais dans le temps, ouais, puis même WWE à cette heure, tu sais, bon, on s'entend que WWE, c'est toujours plus à leur avantage. Là, c'est jamais. Mais tu sais, il y a quand même eu TNA, des échanges de belts. Après ça, il y a eu Triple A, là, à Star c'était eux autres, là, mais tu sais, il y a eu des échanges là, intéressants. Fait que non, c'est quand même cool de voir ça. Si WWE serait pas WWE parce que c'est juste des mangeurs de cash. Fait que la business. Ça pourrait. Écoute, imagine les shows qu'on pourrait avoir si ça serait genre tout ouvert. Là. Ouais, mais comme Benjamin Toll a déjà dit au podcast, IGA fera pas affaire avec Metro juste pour faire plaisir au monde. Ouais, mais moi, je vais contredire ça tout de suite, moi, parce que Benjamin Toll, c'est que bien malgré ça, les commerçants et ces géants-là se parlent pareil. Oh non, c'est pas une question de pas se parler. Puis moi, je pense que je veux pas être conspirationniste, mais à porte close, je pense qu'il y a des deals qui se font pour un pour arranger l'autre. Je dis ça de même, j'ai rien. Ouais, ça dit rien. Fait que, tiens. Fuck off. Attends, pas que Picton te repogne mon esprit, toi, tu vas voir. Mon chum Picton. Ouais, c'est ça, pissou. C'est ça. Puis après ça, Taz va revenir du côté de la ECW. Pas de la ECW, de la WWF, avant de la dropper, comme tu disais tantôt avec la storyline que tu as dit. Avant ça, il y a eu un combat dans le main roster à SmackDown où ce que Taz, en tant que champion ECW, affrontait le champion de la WWF à l'époque, Triple H, dans un match champion contre champion. Sauf que Triple H ne voulait pas faire la job pour Taz, fait qu'il a complètement dominé et il a fait jobber Taz, là, dans le fond, dans le combat. Taz n'a pas fait grand-chose dans ce combat-là. Il a même pété Dreamer aussi au passage. Ouais, exactement. Puis après ça, par la suite, il y a eu de la frustration avec Taz. C'est là qu'il a commencé à avoir d'autres backstage heat.
Puis c'est à ces moments-là aussi que l'affaire des suplexes est rentrée. Là. Tantôt, je te parlais de l'affaire Kangle, mais c'est après ce combat-là avec Triple H qui a commencé à avoir du backstage heat pour ça, pour les suplexes en tant que tel. Fait que, rien pour aider. Là. Sûrement qu'il était frustré de la situation et qu'il s'est dit, bon, ben, vu que je ne ferai rien d'autre, je suis aussi bien ça va m'appartenir puis je vais être reconnu pour ça, mais bref. Malheureusement, c'est ça. Puis, après avoir perdu son titre ECW, ben, il va même perdre contre Jerry Lawler à un certain point, après avoir eu une courte rivalité perdante pour l'Intercontinental. Fait que là, en fond, il était dans la division hardcore pendant un méchant bout. Il s'est blessé, puis il est revenu en heel. Là. Il est revenu en heel. Il a perdu contre Triple H. Il a droppé la belt ECW, il s'est blessé, il est revenu en heel. Il y a eu la division hardcore. Il y a eu une courte rivalité pour le titre intercontinental. Vraiment, je pense que c'était un match, là, si je ne me trompe pas, peut-être 2. Fait que ça n'a pas donné grand-chose. Par contre, petite étincelle au bout du tunnel, c'est que Taz va reformer une équipe avec Raven. Puis pour se joindre éventuellement à Team Alliance là, avec la fameuse achat de la WCW puis la ECW qui était mergée là-dedans avec Stephanie McMahon. Ouais, c'était hot, ça. Mané était pas mal un des souffres-douleurs de Stone Cold. Là, parce qu'il souvent, il y avait des affaires d'Invasion avec l'Alliance dans le ring, puis c'est le seul qui portait son chandail à lui. Là. Mané, il avait arraché, puis tout. Là. Je pense que c'est dans le segment où Kurt fait l'affaire du Milk Truck. Là. C'était nice parce que c'est lui qui confrontait Austin. Le seul problème là-dedans, c'est que Austin le détruisait au micro à chaque fois. Fait que c'était comme. C'est sûr. C'était comme le gars qui se faisait péter verbalement par Austin. Fait ouais, mais c'était quand même. Final, oui. C'était quand même hot que ce soit lui qui soit. Pas, parce que lui, il voulait pas fâcher Stone Cold, il voulait être dans l'équipe, mais Stone Cold qui, des fois, avec son Watt, peut être fatigant. Il y avait lui et RVD qui aimait beaucoup écœurer là, Stone Cold. Là. Ouais, je sais, mais tu sais, je sais pas, je trouvais que ça fitait pas tant avec Taz dans le sens que le gars il stand up pour son équipe, genre, puis il arrive devant Austin, puis finalement Austin le détruit, puis il s'en va, genre, bredouille en arrière, puis c'est comme. Oui, ça lui donne une visibilité quand même, là, on se mentira pas, là, mais. Ouais. Il y a des coups de ça n'a rien fait pour. Aussi, là. Ouais, ça n'a rien fait pour sa carrière après, là. Oh ouais, mais c'est pas grave, c'est quand même cool de l'avoir vu. Parce que tu sais, il y a beaucoup de monde dans l'Invasion qui était dans le ring avec Stone Cold, qui était dans le top, puis il faisait rien, mais au moins lui, il y avait un rôle précis là-dedans, au moins. Tant qu'à juste un gars qui a les mains dans les poches puis qui attend que quelqu'un arrive à interférer. T'sais. Mais je me souviens de la première fois qu'il a confronté Stone Cold dans ces échanges verbaux-là, la foule avait réagi, puis c'était comme oh shit, on va avoir de quoi d'intéressant. Puis pour vrai, Taz avait quand même un style agressif de lutte. Là. C'était un petit peu moins que Brock, mais dans le même style. Puis tu sais, avec Austin aussi, avec ses punches puis son style brawler, ça aurait pu donner un affrontement intéressant. Mais je pense que à cette époque-là, je pense que la grandeur de Taz, il a vraiment nuit. Tu sais, des fois, je te parlais de Darby Allin aujourd'hui. Ben, Darby, tout ce qu'il fait, il a réussi à conquérir toutes les dollars, si on veut. Mais je pense que Taz, à l'époque, le fait qu'il voulait être un gars qui pète des gueules, là, ça y a beaucoup nuit dans la sphère de la lutte et de la WWF surtout. Ouais. Drôle d'adon qu'on parle de Darby Allin avec Taz, parce que tantôt, on va en parler encore un petit peu plus. Oui, exactement. Puis après ça, il va commencer éventuellement avec. Il va commencer comme commentateur, plus ou moins là, à temps partiel. Mm-hmm. Puis plus que ça va avancer. Puis ça, c'est une affaire là, que WWF, WWE sont bons pour faire. Là. C'est que quand ils n'ont rien pour le lutteur, ils le mettent dans un genre de rôle de même. Puis le gars, il finit par pourrir là, si on veut. Mm-hmm. Puis ils mettent comme fin. Puis je me suis toujours demandé comment ça se passait. Est-ce qu'il parlait au lutteur en se disant on va te donner ça temporaire ou oh non, on aimerait vraiment ça que tu fasses ça temps plein, puis ta carrière de lutteur, ben plus ou moins. Là. Je sais pas, hein. Je me demande des fois. Ben, pas mal sûr qu'ils essaient plus ça à l'essai que d'autres choses. Ils font ça à l'essai, puis ils laissent ça aller, puis à un moment donné, ça devient comme. À moins que le gars il demande peut-être j'aimerais essayer ça, peut-être que ma carrière est à ralenti, j'ai des blessures, mais j'aimerais tant qu'on m'aille sur le payroll, aussi bien essayer quelque chose de nouveau puis porter une contribution. Là. Ouais. Puis éventuellement, ben, il va finir par
plus le faire à temps partiel, puis le faire temps plein. Tellement qu'il va même faire quelque chose de très bien pour sa carrière, surtout physique, là, avec ses blessures, ses problèmes, comme tu parlais tantôt. En 2006, il va prendre sa retraite définitive des rings pour se concentrer sur la carrière. Puis il va même être commentateur. Ah, je n'ai pas parlé de ça, hein? C'est vrai, j'ai sauté le Billy Gunn un peu. Ouais, mais c'est pas grave. Avec Vas-y. sa tag team title run. Tantôt, je parlais de son équipe avec Raven, mais il a été champion par équipe aussi avec Spike Dudley. Puis il avait affronté les Dudley Boys, justement, pour les battre, là, pour les ceintures par équipe. Là. Ouais, Rumble 2002, il avait fait un match contre eux autres. Là. Ouais, il y avait une pas peu petite run. Là. C'était dans la rivalité avec Spike, avec les Dudleys, puis éventuellement, ils ont comme mergé la ECW un peu avec ça. Là, fait que, Ben non, c'est après l'Invasion. T'avais Raven aussi qui était là, non? C'est après l'Invasion, ça n'a pas rapport avec... T'es sûr? Oh, ouais, c'est après l'Invasion, ça. OK. J'avais l'impression que Raven avait été là-dedans, mais c'était plus tard, ça, dans le fond, l'équipe avec Raven. C'était avant sa retraite, ça. OK. Fait que oui, il a fait équipe. C'est ça. Rumble, ben, ils ont gardé les titres pas longtemps, par exemple. Là. Non, je pense qu'il avait perdu contre Jean Billy and Chuck, une affaire de même, me semble. Ouais, exact. C'est exactement ça. Hey, c'est gars, tant que tu saches ça pour vrai. Là, c'est ce que je te dis. Ouais. D'ailleurs, les gens réclament des quiz sur les réseaux sociaux. Parle-moi-en pas. J'ai fait le Trivia Night lundi, puis... Pas bien été? Ben, ça a bien été. J'ai été premier pendant les 10 premières questions. Puis après ça, ben, ça a dégringolé. Je suis quand même juste 9e là, sur 48. Mais tu sais, quand même, ça fait chier. Ouais. On dirait que t'en repars avec les années. Ben là, maintenant, je ne peux pas tout savoir non plus. Là. Regarde, si j'étais fini 9e, avec, il y avait 31 questions, je l'ai manqué genre peut-être 7-8. Là. Ça ne pas fou non plus. Là. OK. Ben, ils savaient-tu toutes les réponses? Ils avaient-tu fait une biographie de ces réponses avant, eux autres? Qui ça? Qui savait? Je comprends pas. Quand je t'ai battu, tu disais tout le temps. Ah ouais, tu viens d'étudier, c'est normal que tu le sais. Là. Non, mais le gars c'est le gars qui fait les Jeopardy qui fait cette affaire-là. Ah ouais. Puis, non, c'est le fun. C'est juste que j'ai pas gagné encore, puis ça fait 6 fois que je le fais. Mais comment ça marche? Tu te connectes, tout le monde est là, puis... Ben, c'est sur YouTube, il y a genre lui qui host l'affaire. Puis il y a une application qui s'appelle Kahoot. Que tu oui, je connais, ouais. Ouais, puis t'as le gars, il dit, ben, tapez ces chiffres-là dans le bar search. Ça t'amène dans ce trivia-là, ce jeu-là. Puis t'as les questions qui apparaissent sur ton téléphone pendant que lui fait ça sur ton... moi, je mets mon laptop, puis j'ai mon téléphone pour répondre aux questions. Fait que même je fais ça. On avait fait ça pour une présentation à Job. Il y avait un avec Kahoot, là, mais ce serait cool, ça, de faire ça avec les auditeurs quand on fait le quiz. Ben, ouais, mais c'est payant, ces affaires-là. Si on fait juste... Kahoot? Ouais. Ouais. Si on fait juste votre tendance, ça vaut pas la peine. Tu payes pour ça? Ben oui, tu payes pour ça. Pour ça là, tu payes, oui. Mais non, mais ça, c'est tous les 2 lundis, il y en a un. Fait que un moment donné, si j'y pense, je posterai le lien sur notre Facebook, puis le monde pourra embarquer là-dedans, puis essayer de gagner peut-être. Peut-être. Puis tu as combien de temps pour répondre à la question? Genre 10 secondes, même pas? C'est une minute. Fait que tu as le temps d'aller googler, dans le fond? Oui, mais c'est parce que plus tu réponds vite, puis tu as la réponse, plus tu fais de points. Fait que, c'est ça. Oui, si tu copies, puis ça prend 40 secondes de répondre, tu vas faire moins de points que le gars que ça va prendre une seconde, puis c'est la réponse tout de suite. Il y a ça. On regardera ça éventuellement, c'est bon ça. Fait que c'est ça. Le champion tag team, mais comme je disais tantôt, même dans le rebrand de la ECW version WWE, il va faire des commentaires aussi du côté de l'ECW brand. Quoique ça ne durera pas tant longtemps. Là, il va plus être vu. C'est même lui, si je ne me trompe pas, qui avait-tu fait. C'est lui, je me mélange ça entre lui ou Paul Heyman qui a fait WrestleMania X7 ou X8 au commentaire. C'était Heyman, hein? X7, c'est Heyman, ouais. C'est ça, X7, c'est Heyman, mais X8, je pense que c'était Taz, si je ne me trompe pas, non? Non, je pense pas. Peut-être par après, avec quand il y avait le multiple brand, je pense qu'il était là. Ok, ouais, c'est plus ça, ouais. Fait qu'il a été commentateur de Raw, il a été commentateur de SmackDown, il a été commentateur de ECW. Donc, il a touché un peu à tout avec plusieurs partenaires, là, donc Grisham, Michael Cole, puis c'était ECW, c'était Morrow. C'était-tu Morrow qui était là dans ce temps-là? Ronaldo, peut-être un petit peu, peut-être. Moi, je sais pas. Un petit peu. Il semble que oui.
Puis en 2009, il ne va pas re-signer avec la WWE. Il va prendre un break, si on veut, de la compagnie. Là. Il y avait eu encore des petites disputes de travail par rapport à son rôle de commentateur. Il ne s'entendait pas sur certains points. Probablement aussi, je ne sais pas s'il l'a dit dans un shoot interview, mais probablement aussi avec Vince qui fait qui est dans tes oreilles des fois, ça peut. Ouais, c'est sûr. Ça peut amener à des petits trucs, des petits conflits. Par contre, pas longtemps après, il va signer du côté de la Total Non-Stop Action, comme à peu près tous les lutteurs qui sont partis de la WWE à cette époque-là. Évidemment, quand il y a une autre compagnie active, les gens vont en profiter pour essayer d'aller faire de l'argent dans leur métier. C'est normal aussi. Comme aujourd'hui avec la AEW. Il va même être pendant un petit bout être un advisor pour Samoa Joe. Puis il va même, Samoa Joe, puis il va être aussi affilié avec la Main Event Mafia pendant un petit court laps de temps. Donc, ça avait quand même pogné là, son petit moment pas en équipe avec Joe, mais derrière Joe, ça avait quelque chose qui avait pogné un peu à l'époque. Pas longtemps, mais ça avait pogné un peu quand même. Oh ouais, mais c'était cool avec Samoa Joe qui était son genre de weapon, son arme de destruction massive, si on veut. Puis c'était en temps que Joe avait son tatou de pénis. Ouais. Là, De quoi? Ben, c'est un pénis, là. Dick. Un dick tattoo. Hein. Pas vrai? Ben oui, ben c'est pas littéralement un pénis, là, mais ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Mais non, c'est un tribal. Mais non, mais vous voir les affaires qu'ils disent, le monde le dit, ils vont dire que c'est un dick on Moi, his le monde, ce qu'ils disent, puis ce qui. C'est ça. Ben oui, toi, c'est bien, hein. Toi, ça Moi, je suis vient pas au-dessus de tout ça. ça vient pas de ta tête à toi, c'est pas vrai. Ça vient pas de la tête à Bully Ray, c'est pas vrai. Et c'est bon, sale tête de. Parlant de Bully Ray, pendant un instant, il va être aussi commentateur du côté de TNA. Il va avoir ce rôle-là. Puis il va éventuellement joindre les Aces and Eight faction, justement, de Bully Ray. Mais ça, c'était hot le reveal de ça, là, avec Taz et tout. Là. Je me souviens pas exactement de. C'était pendant le mariage de Bully Ray et Brooke Hogan, ouais. Ouais. Puis il est arrivé, puis il avait enlevé sa chemise, puis tout. Puis en dessous, ben, quand il s'est retourné, il était tout un gros paire d'affaires, il s'est retourné de dos de même, puis il s'est marqué ses années, puis surtout nous attaquer tout le monde. C'était malade. Le leader, c'était Bully Ray, c'est ça, hein? Par après, oui, pas pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, c'était pas lui, c'était Devon, le leader. Ouais. Mais ça m'a pas marqué tant que ça, moi, cette faction. C'est TNA, là, fait que c'est ça. Fait que c'est peut-être pour ça que je suis peut-être un peu moins ça à ce moment-là. Fait après ça, il va continuer comme commentateur de la TNA. Et encore une fois, crois-le ou non, mon cher TJ, il va avoir des frustrations. Puis les politiques backstage qui va éventuellement forcer à la compagnie, il va demander son release à la compagnie, puis ce qui va lui être accordé. Donc, il va prendre off complètement de la lutte professionnelle pour travailler pour des compagnies, puis il va se concentrer sur son podcast et sur le Taz Show aussi à la radio, une émission qu'il animait pendant quelques années. C'est ça. Puis ça, j'ai pas souvenir d'avoir vu de quote nécessairement qui sortait à l'époque de ce show-là. Je pense pas que c'était tant controversé, là, le Taz Show, parce qu'il n'y avait pas de deadlines. En même temps, il y a tellement de shows qu'il y a eu tellement de shows que c'est dur de mettre le doigt sur qu'est-ce qui a fait réagir, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu de deadline de ce show-là. En tout cas, j'imagine que si un jour il part à AEW, sûrement qu'il va se faire un petit coup de fil par le Greca pour aller à Busted Open pour faire peut-être le retour de Taz, peut-être. Ça, c'est sûr et certain. En fait, il pourrait y aller. Ouais, il pourrait aller n'importe quand, mais avec Bubba Ray et des Dreamers qui sont là, c'est facile aussi. Là. Mais je sais pas en même temps s'ils s'entendent bien. Oui, je sais qu'ils se parlent, mais peut-être qu'ils sont pas si proches que ça parce que de la façon qu'il en parlait la dernière fois, il était là pour l'affaire de Sabu, mais ouais. Je sais pas à quel point. Puis, je veux dire, Bully Ray, c'est un des premiers qui était là avec Dreamer. Peut-être qu'ils se disent, oui, c'est cool Taz, mais il est dur à travailler avec, peut-être. Il a l'air d'avoir cette réputation-là. Nous, à la TV, on le voit pas, mais en arrière-scène, ça a l'air d'être ça. Là. Ça fait 3 fois qu'il se fait remercier. Là, fait que, à un moment donné. Non, c'est pas le fun de se faire remercier. Là.
Merci, TJ. Ça fait plaisir. C'est vrai que c'est pas le fun. Ensuite, après son show de radio et son podcast, il va être engagé comme guest commentator à la AEW pour le show Dark en premier. Fait qu'il va faire les commentaires pour Dark. Puis Tony Khan a tellement aimé son travail en tant que commentateur. Puis bon, il peut avoir tous les défauts du monde. C'est quand même un bon commentateur, Taz. Là. Il sait de quoi il parle quand il commente la lutte. Fait que Tony Khan va décider de l'engager après ça, temps plein, entre parenthèses, pour travailler avec l'équipe. Ah, c'était tellement bon là, avec lui et Excalibur à Dark. Là, il faisait tout le temps plein de niaiseries. Là. Même aujourd'hui encore, il est drôle aux commentaires. Là. Ouais. Mais pour vrai, il est très très bon comme color commentator, Taz. C'est un des meilleurs. Là. Ouais. Puis moi, j'aime bien Excalibur aussi. Je trouve qu'il fait une belle job. Là. Ouais. Ben, c'est un bon trio. Même quand Tony est là, c'est un bon trio les trois. Là. Ouais, ça s'écoute bien dans les oreilles. Tony, il achève, par exemple, là, maintenant. Ben, moi, je pense pas. Là. Non? Ben non, moi, je pense que Tony. Il a quel âge? 80, Tony Khan? Tony Schiavone, pas Tony Khan. Oui, Tony Schiavone, oui. Tony Khan n'a pas 80. Je sais pas s'il doit avoir au moins 110 comme faux. Là. Je pense pas qu'il y ait Tony Schiavone, mettons. Mettons, on fait ça. 110, ça veut vrai, hein? 108. 108. 108, 110. 108, 110. Tu brûles, tu gèles. Parfait. 108. J'aime ça dire 108. All right. Fait que je vais m'en aller où avec ça? Ouais, fait que il va l'engager comme commentateur, mais ben ça, j'ai quasiment le goût de te lancer la balle pour ça parce que c'est AEW puis que je sais que tu aimes bien ça. Là, fait que je vais te lancer la balle pour ce qu'il a fait avec sa faction au début qui était quand même très intéressant. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il faisait souvent des affaires genre techniques by Taz, je sais pas trop comment le segment s'appelait, là, mais il montrait des moves ou des lutteurs, puis il disait il fait telle affaire de même, puis c'est parce que cette façon de faire sa soumission-là fait telle affaire. Puis je pense que Mané, il avait vu Darby Allin, il a fait Darby Allin dans une de ces promos-là, puis il était impressionné, puis il disait comme quoi qu'il serait intéressé peut-être à le manager. Puis après ça, par la suite, genre, il y avait des promos backstage avec Taz, puis qui interviewait Darby Allin, mais Darby Allin, il parlait pas ou il partait avant qu'il finisse sa phrase, puis tout. Puis il était en tabarnak, fait qu'à un moment donné, il s'est écœuré, puis il a dit ok, tu veux pas être avec moi, ben tu vas être contre moi. Puis il a commencé à assembler une équipe avec lui. Là. Il avait amené The Machine Brian Cage, c'est son premier gars avec lui. The Machine! Ouais. Après ça, il a amené évidemment son gars Hook. Il a amené Ricky Starks, qui est maintenant Ricky Saints à la WWE, et aussi Will Hobbs, Powerhouse Hobbs, qui est Royce à la WWE. Puis là, ils sont super bien bookés. Tu dis pas comme faut Ricky Stark, par exemple. Ricky Starks. Mais c'est ça. Les deux sont très bien bookés en ce moment. Ricky Saints, tu parles? Les deux, ils sont pas bien bookés les deux. Ben oui, ils sont dans les main story, là, arrête. Là. Ils font partie des numbers, puis c'est tout. Là. Ouais. En tout cas. Ils voulaient être là, ils sont là. Ouais, fait qu'il avait ça, fait qu'il était en vue contre Darby Allin, puis Darby Allin était tout seul, malheureusement. Mais il y a eu de l'aide par après. Il n'y a pas n'importe qui, il y a eu l'aide de Sting! C'est là que la rivalité entre les deux clans sont recommencés. Puis il y a eu le gros match. Je sais pas quel pay-per-view que c'est. Je pense qu'il y a eu un Revolution, je me semble. C'était-tu le match cinématique, ça? Ouais, c'est Cage puis Ricky Starks contre c'est bon, ça. Sting puis Darby, c'était excellent. Puis puis je pense que c'est Revolution 2020-21, je sais pas trop. Puis non, ça a été une belle rivalité entre la gang. Puis après ça, il a été quand même plus. Il a commencé à séparer plus le clan. Là. Il y avait Brian Cage qui était genre Taz, il avait screwé Brian Cage, puis il avait donné la belt à Ricky Stark à la place. Puis il était juste Ricky Stark, Hook, puis Will Hobbs. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a un des deux, trois qui s'est blessé. Puis après ça, il y a eu un peu de chicane avec Starks puis Hobbs. Puis Starks est devenu face. Ouais. Ben, après que Hobbs a attaqué là, pendant une de ses promos. Là. Puis parce qu'il trouvait que l'autre, il commençait à donner plus weak parce qu'il était plus. Il remerciait les fans et tout. Là. Ça, c'était hot en crise. Puis éventuellement, je pense à un show de Dynamite All Over Nowhere, ben, il a juste dit bon, ben moi, j'ai Team Taz, ça n'existe plus. Moi, je leur ai tout dit que je laissais aller de leurs propres ailes. Fait que c'est ça. Puis c'est même que ça finit le Team Taz. Puis depuis ce temps-là, ben, il fait juste commenter. Ouais, puis ça, c'est dans le temps au début qu'il y avait des managers tout le temps. Là. Il y avait plein de clans avec des vieux managers. Tu avais Roberts, tu avais Taz, tu avais Vicky Guerrero.
Ouais, Ricky. Ouais. Ouais, il y avait beaucoup de monde. Puis non, c'était cool. Puis tu sais, il y a une couple d'affaires par après, là, tu sais, avec Hook qui était champion FTW. Puis je pense qu'il a fait une soirée où il s'est fait blesser par quelqu'un. Puis Hook il cherchait cette équipe, c'était Christian Cage qui l'avait attaqué. Puis il avait blessé Taz, puis tout. Puis non, c'est sale groupe, pareil, quand tu checks ça, là. C'est malade. Ouais. Fait que non, c'est ça. Puis comme je dis, ben, Taz est pas mal plus commentateur aujourd'hui. Puis il est toujours aussi drôle, là, quand même. Des fois, tu sais, il est sérieux, là, mais quand il fait des jokes avec les autres, là, c'est souvent drôle. C'est comme un peu le monon grincheux, un peu, là, qui est capable de faire une couple de jokes de temps en temps. Là. Mais j'aimais Hook, moi, avec son ancienne tune puis sa gimmick. Puis... Mais le heel turn, c'était pas une bonne idée. Non. Non, vraiment pas. Ouais. C'était comme le gars cool de sa génération qui se fout un peu du monde. Je trouvais qu'il représentait bien sa génération, mais ils l'ont échappé. Mais bon. En même temps, il y a tellement de monde sur le roster que. C'est ça, ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'as le choix. C'est tough, là. Tu sais, quand t'as Swerve, Ospreay, du monde de même, puis Hook, tu sais, il est cool, il est différent, mais bell to bell, il est correct, là, mais c'est pas. C'est ça. Ouais, c'est ça. Pas Il est comme son père. Ben, je trouve que Taz est meilleur lutteur un peu que Hook, là. Ouais, mais en même temps, s'il n'y a pas de rep, c'est tough, là. Ouais, mais tu sais, ils peuvent toujours s'entraîner on the side aussi. Puis, en tout cas, bref, on va pas là-dessus. Pas la même chose, mais... par exemple. Non, Ouais, c'est sûr que c'est pas pareil, hein, du ring time puis du time juste en t'entraîner, c'est pas pareil. Exact. Fait que moi, comme commentateur, Taz, je l'adore, là, honnêtement. Je l'adorais dans le temps de la WWE. Puis AEW, quand je l'écoute, il n'y a pas grand monde que j'aime pas AEW comme commentateur, honnêtement. Là. Ouais. Je trouve qu'ils font une bonne job. Puis tu sais, souvent, t'as deux choix avec les commentateurs. Là. Moi, souvent, quand j'écoute un show, puis ça sonne bien, puis je suis capable d'écouter le show, puis ça me tape pas ses nerfs, puis je les entends pas. Je trouve que c'est comme de la musique normale qui joue dans mes oreilles, puis de temps en temps, ils vont sortir une bonne affaire, puis ça va accrocher mon attention. Ça, pour moi, c'est un signe de bon commentateur, parce que, tu sais, un commentateur que j'aime pas, je vais tout le temps comme être « Ah, voyons, c'est bien gossant, ça. Tu sais, c'est... » Mais non. Je pense que même depuis le début de la compagnie, je pense que. Je sais que ça n'a pas toujours été le cas. Là. Ils ont déjà été critiqués parce que c'était nouveau et que c'était peut-être pas les mêmes voix, mais moi j'ai toujours trouvé que c'était une de leurs forces. Là, toujours solide, tout le temps solide des commentaires, là, peu importe qui bloque dans la situation. Là. Puis non, c'est pour vrai, c'est. Il y a des défauts AEW, mais je pense pas que ça soit un là-dessus. Non, vraiment pas. Fait que. Très cool que Taz soit encore là. Puis comme tu as dit, peut-être qu'éventuellement, on va le voir dans Busted Open ou d'autres projets connexes. Là. La ECW, il y a tout le temps des réunions, des trucs comme ça. Mais il y avait beaucoup de rumeurs il y a une couple d'années, je pense, que Hook s'en irait et qu'il irait avec lui, peut-être, à WWE retourner. Là. Ouais, je pense pas. Ben, Hook, je le verrais peut-être à l'LW éventuellement, mais peut-être pas avec Taz. Là. Ouais, c'est ça. On va voir, là. Mais c'est sûr que Taz pourrait retourner facilement comme commentateur de WWE puis il pourrait tasser n'importe qui tant qu'à moi. Là. Oui, pas juste aller avec Hook à WWE puis refaire avec Ricky Sainz puis Royce Keys refaire Team Taz. Oh! Ça va être cool, ça. Ouais, mais j'avoue que comme commentateur de WWE, je détesterais pas que Taz soit là. Ben oui, pourquoi pas. T'sais, rendu là. Après, AEW sont quand même bien garnis avec Excalibur puis tout le reste. Puis je suis sûr que t'as un Daddy Magic qui peut remplir ça éventuellement aussi. Je sais qu'il il fait beaucoup de rep aussi. Là, mais t'as d'autres mondes aussi qui peuvent cogner à la porte assez facilement. Ben, tu sais, si t'enlèves Taz, tu mets Nigel à la place, puis c'est Nigel Excalibur. Ah, c'est ça, t'as Nigel aussi en plus. Je l'avais oublié. Fait que, ouais, c'est ça, t'es correct. T'es grillé. Fait que c'est ça fait le tour pas mal de la carrière de Taz. Courte carrière, mais avec quand même pas mal de trucs importants. Pour vrai. Il va te faire un jour, tu penses? Ouais, il pourrait. Là. Ouais, maintenant, j'avoue que dans 40 ans, s'il n'y a plus personne, peut-être qu'ils vont le mettre. Pour vrai. Je le verrai avant bien du monde qui sont là. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, dans le sens, si t'es Torrie Wilson. Tu connais de lobby, là. Ouais, mais c'est pas pareil. Il faut pas mélanger les pommes et les oranges. Là. Non, ça c'est vrai. Taz des oranges, puis ça. Ouais, c'est ça. T'essaies de te rattraper, là, ça marche pas. non, pas du tout. Je fais jamais ça. Puis, ouais, c'est un Hall of Famer. Moi, je vous conseille, évidemment, je vous conseille toute la rivalité contre Sabu, le truc que je vous ai plugué au début aussi quand
les lumières se ferment, puis il apparaît dans le ring pour confronter Taz. Là. C'est vraiment un moment spécial dans l'histoire de la compagnie. WWF, Le match contre Bam Bam l'Invasion. aussi. Ouais, match contre Bam Bam, c'est vrai. WWF, il n'y a pas grand. Son premier match contre Kurt est cool. Ouais. Après, tu as une coupe de tag team puis de hardcore ici et là. là. Mais pour vrai, les années à ECW, c'est vraiment ce que je vous conseille le plus de. Si vous voulez vraiment connaître le personnage de Taz, c'est ECW. La rivalité contre Lawler était le fun aussi, là. Peut-être pas les matchs, c'était pas Ouais, des mais c'est 5-star matchs, c'est mais je ça, veux dire, c'était le fun. De voir Taz avec niaiser JR, puis JR qui pète le pot de bonbons sur la tête en vite, là, c'était malade. Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour. Quel est votre moment préféré de Taz? Vous nous le direz dans les commentaires ou peu importe où vous écoutez le podcast, c'est toujours intéressant. Fait que, Ouais. lâchez-vous là. Ouais, puis le mois prochain, ben, il y en a un qui va être content parce qu'on fait la biographie de Perry Saturn. Les anneaux de Saturne, je les ai vus dernièrement en plus. Ah ouais? T'étais voir ça où? Ah oui, t'es Cosmodome. Ouais, au Cosmodome, ça m'allait dire. Ouais. Quand je suis arrivé à Saturne, j'ai vu Saturne, j'ai fait « Hey, c'est Perry Saturn ». T'as-tu pogné quelqu'un en Rings of Saturn puis buté ta tête de même? Non, juste passé à côté, je fait « You're welcome ». Je suis parti. Ah, ok. Ok, ton petit moppy. On va parler le mois prochain, ça. Yes. Fait que c'est ça, dans le rétroviseur, cette biographie-là. Mais c'est aussi dans le rétroviseur, malheureusement, j'aimerais ça que ce soit en avant, l'entrevue avec Kelly au centre Slush Puppy pour Legends Mania de la GPW. On va avoir aussi Fully Loaded 2000 au mois de juillet. Pay-per-view culte. Ben, peut-être pas culte, là, j'exagère un peu. Intéressant. L'entrevue 40 ans de carrière avec Marc Blondin, Mr. Fun International. Aujourd'hui dans l'histoire, Spring Break 1999 avec la piscine, puis Ric Flair qui se trempe les fesses dans la piscine. Ouais. Puis, à travers la table, sporadiquement, comme disait TJ, quand il y a des gros shows, SummerSlam, AEW à Montréal, tout ça. Oui, on vous annonce ça, prochainement. Ces épisodes-là ne seront peut-être pas des lives anyway, fait que vous allez voir, on va le dire quand même, mais ça va être intéressant pareil de nous suivre, fait que checkez ça, les réseaux sociaux. Well, et voilà. c'est ça. Allez mettre vos maillots, allez vous baigner, il fait chaud, il fait beau, sortez le parasol, prenez une sangria. Survive and Fire Let You. Fait que c'est ça. Fait que le mot de la fin, ben, comme d'habitude, mesdames et messieurs, on se retrouve là pour le podcast, la biographie sur Taz. Fait que ça, n'oubliez pas, c'est important. Arriba!